Alors, on va pouvoir démarrer avec ce talk sur le Deployment as a Service. Donc d'abord, je tiens à remercier Forkit pour l'organisation, pour l'accueil aussi. Enfin, on les accueille dans nos locaux, mais ils ont aussi fait une grosse campagne de communication qui permet pour nous d'avoir de la visibilité. Donc on tient beaucoup à les remercier pour l'initiative. On espère que l'expérience sera plaisante et qu'on pourra renouveler l'expérience plus régulièrement, avec plaisir. En tout cas, nous, de notre côté, ça sera avec plaisir. Et je vais pouvoir commencer par présenter mon profil et la société. Donc, je me présente, je suis Idriss Neumann, je suis président de la société Comwork, qui est une structure qui est basée en France et en Tunisie. Mon rôle, c'est aussi d'être, à la base, je suis System Reliability Engineer. Ça veut dire qu'on s'occupe pas mal de tout ce qui est automatisation des déploiements en production. On s'occupe aussi du suivi de production et des problèmes de prod en général, des investigations, de l'observabilité et ce genre de choses. Contributeur open source à plusieurs projets qui sont utilisés dans l'écosystème Kubernetes, sur de l'observabilité, sur de la supervision, Falco, QuickWit, etc. Et du coup, notre société, donc elle est, comme je disais, elle est basée à Tunis et Paris. Et à la base, on était spécialisé dans de la prestation de services assez commune dans ce qui se trouve en Tunisie. Donc on faisait du développement d'applications, de microservices dans différentes stacks, beaucoup de Spring, Java, beaucoup de Python, Flask, FastAPI, etc. Un peu de PHP aussi, ça arrive, du Laravel, du Symfony, du Node.js aussi, voilà. Et on a aussi un gros pôle, comme je disais, qui est spécialisé dans tout ce qui est déploiement sur le cloud, donc automatiser l'infrastructure as code avec du Terraform, automatiser les déploiements avec du Ansible, du Helm sur du Kubernetes, du Argo CD, tout ce qui est observabilité, donc Grafana, Kibana, Logstash, etc. QuickWit maintenant, depuis très récemment. On aura l'occasion d'en parler, j'ai plusieurs talks qui arrivent sur QuickWit dans d'autres conférences. Et l'intelligence artificielle, donc là c'est plus Anas qui est dans le public qui est spécialisé là-dedans, où c'est un peu plus de la recherche et développement sur tout ce qui est modèle de réseau de neurones et entraînement de modèles, LLM, etc. RAG, voilà, bref. On aura aussi probablement d'autres talks et d'autres choses à présenter dessus. Alors, dans cette présentation, je vais présenter une solution qu'on développe. Donc, petit à petit, comme je disais, on était spécialisé dans la prestation de services. Et au fur et à mesure des besoins qu'on retrouve en commun dans nos différentes expériences et nos différents clients, il y a des dénominateurs communs qui se sont formés et il y a aussi des besoins qui se sont manifestés, notamment des besoins qui étaient principalement implémentés par des gros clouds publics comme Amazon, AWS, GCP, etc. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent, on était aussi avec pas mal de clients qui, eux, sont contraints par l'infrastructure, qui sont obligés d'héberger dans leur infrastructure assez ancienne pour des raisons de souveraineté, pour des raisons légales, pour des raisons de données de santé, pour des raisons diverses, etc. Et on s'est dit qu'il fallait à la fois que finalement le cloud, c'est du logiciel, et que cette expérience développeur qui est proposée par les gros cloud providers, on peut aussi en faire un logiciel qui peut s'installer partout. Qui peut même tourner sur des Raspberry Pi si on veut. Il n'y a pas de raison qu'en fait on ne soit pas capable de répliquer cette expérience utilisateur, surtout qu'en France et en Tunisie, on sait faire du logiciel. C'est un peu la spécialité locale. Et donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc, dans cette slide, j'ai présenté une des fonctionnalités qu'on ne va pas présenter dans ce talk. Il y aura d'autres talks qu'on va soumettre à d'autres conférences où on va en parler. C'est tout ce qui est Function as a Service serverless. Je vous ai mis quelques liens, donc les slides ils seront communiqués, où déjà on peut expliquer un peu l'état de l'art du serverless, un peu un tutoriel qui explique comment fonctionne le serverless, etc. On va plus se concentrer sur le deployment as a service et expliquer ce que c'est. Donc on va commencer. Si vous connaissez le concept d'infrastructure as code, je vais commencer par poser la question, qui connaît le concept d'infrastructure as code ici? On a un bon tiers, on va dire un 30%. Donc l'infrastructure as code, c'est un concept qui a émergé du DevOps depuis, on va dire, 10-15 ans à peu près,
qui est l'idée de tout ce qui est physiquement installé sur l'infrastructure doit être automatisé et à l'identique d'une description en code dans des repositories. Donc à l'époque c'était du SVN, maintenant c'est du Git, etc. Il y avait plusieurs technos successifs pour le faire. Et de telle sorte à ce que si on veut répliquer l'infrastructure, on ne doit pas refaire les mêmes opérations manuellement. Je ne vais pas refaire le 150 millième talk sur le DevOps qui dit que pourquoi il y a la moitié des opérations faites par les Ops qu'il fallait faire revenir parce qu'elles étaient oubliées et qu'il y avait un manque d'automatisation et un manque d'alignement stratégique des planètes entre les Ops et les Devs, ceux qui veulent maintenir la prod stable, donc qui touchaient le moins possible, et ceux qui veulent délivrer de la valeur, donc qui touchaient le plus possible. Voilà, vous avez déjà entendu ça 150 000 fois, je pense. Du coup, on a des technologies qui ont émergé, que vous avez sûrement entendu le nom, même si vous n'y avez pas touché, comme Terraform par exemple. Je ne sais pas si qui peut lever la main si vous avez déjà entendu parler de Terraform. Donc Terraform aujourd'hui c'est la technologie majoritairement utilisée dans l'infrastructure à peu près partout. Et Terraform en fait, il a on appelle ça un langage déclaratif, dans le sens où en fait il est plus adapté aux ops qui ne sont pas forcément des développeurs et qui n'est pas Turing complete. Et j'ai ici un talk qui a duré 2h30 à Devoxx, donc on ne va pas pouvoir le faire tenir ici pour expliquer d'où vient Terraform et pourquoi nous on préfère utiliser Pulumi, qui est une alternative qui elle revient sur le vrai concept d'infrastructure en utilisant des librairies dans votre langage préféré. Donc ça peut être du Python, ça peut être du Node, ça peut être du Java, ça peut être du Go. Nous on est très Python et Go dans la société. Et du coup, ça permet d'aller plus loin, dans le sens où en fait l'infrastructure code classique finalement c'est de la configuration, c'est plus vraiment du code, avec un petit peu de logique de temps en temps, avec des flags pour activer, désactiver. Voilà. Par exemple, je suis en prod, je veux activer un VPN, je suis pas en prod, je veux pas activer un VPN, ce genre de truc, mais c'est très basique et ça demande quand même pas mal d'interventions d'Ops, de maintenir des profils SRE qui sont un peu des goulets d'étranglement, des SPOF, quoi. Et pour la moindre mise en prod, on continue de passer par eux, même si c'est beaucoup plus rapide qu'avant, parce qu'en fait, ils vont juste rajouter de la conf dans le repo et le pusher, et normalement, ça va bien se passer. Voilà, en théorie. Donc maintenant, Pulumi, leur promesse, c'est de dire on va refaire de l'infrastructure basée sur du SDK et de la logique de dev, et on va bénéficier des fonctionnalités qui sont proposées par les langages. On peut penser immédiatement aux tests, par exemple. Typiquement, on peut faire de l'infra qu'on peut tester unitairement avec les frameworks de test. On peut faire des API qui permettent justement de moins solliciter les équipes de SRE pour qu'elles se concentrent plus sur la prod. Parce que généralement, ce qui est très chronophage dans les équipes SRE, c'est pas la prod, c'est la dev. C'est que les devs, ils ont besoin d'un nouveau microservice à déployer. Ils sont OK pour... parmi les boîtes les plus matures en DevOps aujourd'hui, ils vont être OK pour délivrer les Dockerfiles. Mais c'est très rare de trouver des sociétés où les équipes de dev, pas seulement pour un problème de compétences, mais aussi pour un problème de bande passante, qui sont très focus sur leur vélocité, sur les points qu'ils doivent produire, etc., qui soient capables de gérer l'infrastructure de dev. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait mettre à disposition des API, plutôt que leur dire d'écrire du code Terraform pour provisionner des clusters Kubernetes, des machines, des machins, des trucs. Il faudrait limite une interface graphique, etc. Il y a un type de service cloud qui est beaucoup aimé justement par les sociétés qui sont en tension à leur démarrage, surtout les startups qui viennent de lever des fonds. C'est ce qu'on appelle le platform as a service, le PaaS. Donc les plateformes comme Heroku, les plateformes comme Netlify, les plateformes comme Vercel, je suppose que vous en avez entendu parler, les plateformes comme Clever Cloud en France, pour ceux qui sont en France qui connaissent Clever Cloud, des tas d'autres, hein, il y a des PaaS qui sortent tout le temps. Le problème du platform as a service, c'est qu'il apporte cette couche d'abstraction sur l'infrastructure, où grosso modo vous avez une API très simple, où vous lui dites mon repo Git il est là, occupe-toi de builder, je t'indique que c'est du PHP, du Java, du Python, ce que tu veux. Tu t'occupes de me délivrer des artefacts sur un environnement et je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière. C'est des machines virtuelles, c'est des clusters Kubernetes, je ne veux rien savoir. Le problème de ça, c'est qu'à partir d'une certaine taille, les entreprises elles ont des besoins un peu plus particuliers. Typiquement, elles auront besoin, pour certaines, je ne sais pas, par exemple, elles auront besoin de faire du peering de network pour des histoires de sécurité, de souveraineté, de type, voilà. Et là, quand vous êtes sur un PaaS, vous êtes bloqué parce que vous ne maîtrisez pas l'infrastructure.
Donc il y a des entreprises qui reviennent sur de l'IaaS, de l'infrastructure as a service, où là, il va falloir mettre le paquet en recrutement de SRE pour produire du Terraform à pleine balle, des M-Chart. Il faut tout remigrer sur des cluster cubes qu'on va mettre dans des réseaux sécurisés, etc. À partir d'une certaine taille, ils sont obligés de revoir complètement leur infrastructure. Donc ça, c'est des profils de société qu'on a eu plusieurs fois. Et ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on pourrait pas trouver un juste milieu entre l'IaaS et le PaaS? Et on a appelé ça le Deployment as a Service. Du coup, on va expliquer un peu le principe du Deployment as a Service. On a ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, l'utilisateur qui va passer soit par une interface graphique, soit par une ligne de commande qui est relativement simple à utiliser, qui est assez proche des lignes de commande qu'on trouve sur Amazon ou sur Google, Gcloud, AWS CLI, etc. Cette console web ou interface de commande va faire un appel à une API qui est relativement simple, provisionne-moi tel service qui ressemble à du PaaS. Derrière, ce que ça va faire, c'est que ça va choisir le bon driver qui correspond aux cloud providers qui sont supportés. Donc, on supporte GCP, Amazon, Scaleway, OVH, Cloudflare, Azure en cours de test. Il est déjà développé par un des messieurs qui est dans l'assemblée, mais qui n'est pas encore totalement testé. Et en fonction de ça, ça va provisionner l'infrastructure sur le cloud provider. Et ça va aussi provisionner l'ensemble des templates d'installation. Donc si c'est de la machine virtuelle, ça va être du Ansible. Si c'est du Cube, je vais venir sur le schéma d'après, ça va être des templates Helm avec des values. Et une fois que l'infrastructure est provisionnée, on a un peu l'expérience utilisateur d'un PaaS où le service il est directement utilisable. Par exemple, ça peut être un WordPress. Le WordPress, il est prêt à être utilisé avec une adresse, etc., etc. Et les mises à jour vont se passer en mode GitOps avec un repo d'infra classique que vous auriez mis un sprint à mettre en place si vous étiez dans un mode classique. Voilà. Ce qu'on voit sur le cloud ici, c'est que les machines virtuelles vont être provisionnées et qu'il y a un petit programme qui est connu qui s'appelle Cloud Init qui en fait se déclenche en fin d'installation d'un OS sur du cloud. En général, c'est supporté à peu près par tous les OS Linux sur tous les clouds. Ce Cloud Init là va pouvoir dire je vais télécharger le repo GitLab qui a été généré par l'API en même temps et je vais jouer une première installation. Comme ça, le service il est déjà provisionné. Et du coup, je vais juste présenter ce slide-là qui montre la différence avec du Kubernetes. En fait, c'est la même chose en plus simple. Vu que Kubernetes est une API qui est à peu près standard sur tous les cloud providers, c'est la même API pour tout le monde, on n'a pas ce système de driver qu'on a besoin d'implémenter pour tous les cloud providers. On se greffe directement sur l'API de Kube et quand on lance notre programme, directement ça va créer un repo Git et ça va lancer l'installation sur Kubernetes, ça va faire du Helm install et derrière ça va aussi appairer le repo Git pour dire qu'à chaque fois que je vais faire une mise à jour dans Git, ça sera scanné par l'infrastructure via un petit programme qui s'appelle FluxCD, pour ceux qui connaissent. Quelqu'un connaît FluxCD ici ou pas du tout? Alors GoCD, est-ce que ça parle à des gens? Non. En gros, c'est des espèces de démons qui vont tourner en asynchrone sur l'infrastructure et qui vont à chaque fois faire un diff entre les YAML de Kubernetes qui sont installés sur les namespaces et ce que vous avez dans Git. S'il voit une différence, il va l'appliquer tout simplement. Donc c'est le principe ce sont des programmes GitOps. Donc là, ici, on a un prototype d'API. Vous pourrez scanner le QR code un peu plus tard parce que ici, je vois de toute façon, personne n'a un PC, donc c'est pas grave. Les slides, ils vous seront communiqués et on a une démo que n'importe qui peut rejouer chez soi comme il a envie. Et l'idée, c'est qu'on a une application ici qu'on va démarrer avec un Docker Compose. Tac. Et on a une version minimaliste de notre API qui va juste se contenter de créer des instances sur le cloud provider. Donc là, je vais la démarrer, localhost 8000. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un Swagger là, qui nous expose tous les web services qui sont là. Je vais commencer à regarder un petit peu comment ils sont faits. Donc là, j'ai un body qui me dit que j'ai un nom
j'ai un projet, j'ai un provider. Donc en fait, ça veut dire que j'ai la même API, que ce soit Scaleway, GCP, Amazon, etc. Et ensuite, je choisis une région, une zone. Donc si c'est par exemple Scaleway, ça va être FR par pour Paris. Si c'est du GCP, ça va être Europe Ouest 1, Europe Ouest 9, Europe Ouest, etc. Si c'est Amazon, c'est quelque chose qui doit ressembler. Et ensuite, vous avez une size agnostique, donc S, L, XL, etc. Et après, ça va être l'API qui va interpréter ce message et qui va l'adapter pour chaque cloud provider. Et c'est le pattern des adapteurs drivers qu'on a mis en place sur Kuma Cloud. Donc là, je vais lancer cette API. Je vais voir qu'elle va sûrement me répondre 200 asynchrone true. Et ce que je vais pouvoir observer, c'est que sur le cloud provider Scaleway, j'ai une instance qui va probablement arriver, alors ça prend un peu de temps, c'est normal. Là j'ai bien eu 200. On va attendre les logs. Donc les logs vont nous dire quand est-ce qu'il aura pu envoyer l'équivalent d'un Terraform apply. Pour ceux qui connaissent Terraform, c'est ce qui se passe en fait tout simplement. Et pour ceux qui font du Terraform, ils savent que c'est toujours lent. Que le temps de lancer le Terraform, ils peuvent aller prendre un café. Et ce qui était pas mal avec Devox, c'est qu'on pouvait faire des pauses. Mais bon, là, on va plutôt faire la pause à la fin. En attendant, je vais commencer à vous montrer le code, le temps qu'ils nous répondent. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette techno qui s'appelle FastAPI. Qui connaît FastAPI ici dans l'Assemblée? Donc il y a quand même pas mal de monde. Hein. Et FastAPI, c'est un framework très léger, microservice en Python, qui ressemble pas mal à Flask. L'avantage par rapport à Flask, entre autres, une des grosses valeurs ajoutées, il y en a deux, c'est qu'il permet de faire du typage fort avec du PyDentic, etc. Donc on peut faire des contrats de service un peu mieux testés, un peu mieux validés, ça c'est un des premiers avantages. L'autre avantage, c'est qu'il utilise il embarque un event loop à la Node.js pour ceux qui veulent faire des tâches asynchrones, qui s'appelle async.io en Python. Et du coup, on peut faire ce genre de choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est assez gros pour tout le monde? Je vais peut-être zoomer un peu. Tac. Route, API instance. En fait, on peut injecter directement un objet background task dans nos définitions de web service. Et on peut lui déléguer des tâches asynchrones et c'est lui qui gère l'event loop pour dire, bah voilà. Après, on peut l'aider à se configurer en disant, je veux un certain nombre de loops en cours. Mais généralement, il s'adapte automatiquement à ce qui est sur la machine, quoi. En termes de CPU, RAM, etc., il va faire les bonnes divisions. Et on peut lui dire d'exécuter ses tâches en asynchrone. Beaucoup plus facilement qu'en Flask, où en Flask, on serait obligé de soi-même gérer des threads, des boucles de threads, et faire un peu comme on faisait il y a 15 ans du multithreading, quoi. Avec des boucles de réconciliation, etc. Du coup, est-ce que j'ai eu ma réponse ? Je pense que je vais le relancer. On va vérifier sur Scaleway. Ouais, si, on a bien notre VM instance 1 qui a été provisionné. Voilà. Ce qu'on peut voir, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, un peu sur le même modèle que Terraform, le principe de Terraform, c'est que vous stockez un état de l'infrastructure dans un object storage ou ailleurs, mais généralement la plupart du monde le font dans un object storage, pour éviter qu'il y ait trop d'exécution pour recalculer le différentiel entre ce que vous avez dans Git et ce que vous avez sur l'infra. Surtout sur les infrastructures compliquées où vous allez avoir plein de réseaux, d'adresses IP flottantes, etc. S'ils devaient revérifier chaque endpoint pour dire il n'y a que ça qui a changé, ça prendrait beaucoup de temps. Donc la stratégie de l'infra as code moderne, on va dire à la Terraform,
c'est de dire à chaque fois que je vais faire une application je vais faire un apply de mon infra as code, je vais persister, quand le cloud provider m'aura confirmé, je vais persister un état dans un object storage. Du coup, j'ai dû l'appeler forkit. Voilà. Et là, on peut voir effectivement, si on se balade un peu dans l'object storage, que j'ai des stacks qui ont été créés. J'ai un projet qui a été créé et j'ai bien un état instance 1.json où il va, si on l'ouvre, on ne va pas s'amuser parce que ça va être un JSON assez verbeux à lire, où il va dire, bah voilà, j'ai bien une instance qui a été créée sur la région FR-par, dans la zone 1, qui a pour telle adresse IP flottante, qui est dans tel réseau, etc. etc. Ensuite, le fait de garder un état va permettre aussi de facilement supprimer ou retrouver l'élément de l'infrastructure, la ressource. Et par exemple, ici, j'ai un delete. Et après, vous allez voir là, directement dans le code, je vais vous montrer ça. Donc là, je vais reprendre my project, instance 1. Donc là, il me dit que c'est OK. Et normalement, si je reviens sur les instances, voilà, on va voir qu'il est en train de la stopper là. Elle est en stopping. Et après, il va la supprimer. Comment ça marche? Maintenant, on va rentrer dans le détail. Une fois qu'on a fait notre API pour créer une instance, là, on a notre pattern adapteur, où on utilise en gros l'équivalent d'une interface pour ceux qui font du Java ou des langages qui ont les interfaces. En Python, on appelle ça les abstracts. Et ici, on va avoir une définition d'une interface qui s'appelle provider adapter avec deux méthodes, create instance et size2type. Size2type, c'est la méthode qui va recevoir une taille L, XL, S, etc. Vous allez devoir traduire dans ce qu'on appelle les saveurs, les flavors, des instances qui sont sur les cloud providers. C'est quoi une flavor? C'est une taille. Par exemple, sur Amazon, ceux qui font du AWS ou ceux qui font du GCP, ils ont dû voir des N1 standard 9, N2, des histoires comme ça. En fait, ces gammes-là vont correspondre à des types de machines qui correspondent à du hardware. Par exemple, N1, vous allez dire, c'est cette génération de processeurs qui sont 4 threads. Et après, vous allez, les chiffres que vous avez après vont correspondre à la RAM et la CPU qui vont être... parce que en gros, vous allez avoir des machines physiques que Google ou Amazon va allouer. Et les machines virtuelles vont être installées sur ces machines physiques-là. Donc elles sont gammées généralement en N1, N2, N3 en fonction des générations de processeurs Intel. Et après, il donne les caractéristiques. Voilà, je veux du 4 Go de RAM, 16 Go, etc. Et puis vous allez avoir des gammes de prix différentes entre ça. Sur d'autres clouds, vous allez avoir, comme sur Scaleway, vous allez avoir des dev 1L, dev 1XL, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va différer d'un cloud provider à l'autre. Et c'est quelque chose qu'on a voulu rendre agnostique dans notre API en disant, en fait, le développeur, il n'a pas à savoir c'est quoi les spécificités qu'il y a sur Amazon, sur GCP, sur Scaleway, etc. Donc, on va lui donner des tailles de t-shirt, tout simplement. Et après, c'est au pilote, au driver, de s'adapter, de dire, ça va être L sur Amazon, ça va être N1 standard, etc. Et donc, ce qu'on peut voir dans l'implémentation de Scaleway sur cette première méthode, c'est qu'en fait, on prend dev1 et on met en majuscule, on reprend la taille de t-shirt parce que Scaleway est nomenclaturé comme ça. Si vous étiez sur un autre cloud provider, et je peux montrer une démo qu'on avait fait à Devoxx France en avril dernier, Pulumi University. Donc la même version de la démo, sauf que c'est un driver GCP qui avait été chargé. Là, vous allez avoir, là on ne s'était pas fatigué, on va dire, on va utiliser que deux flavors, E2 small et E2 medium pour la démo. Vous pouvez faire un driver, en fait, même, qu'est-ce que je veux illustrer par là? Vous pouvez faire plusieurs drivers pour le même cloud provider. En fonction de votre client, vous pouvez dire, je vais te développer un driver qui va correspondre à tes coûts et tes... Voilà, vous avez par exemple des besoins différents. Sur Google et Amazon, il y a des milliers de flavors disponibles.
Il y en a qui vont dire qu'en fait, c'est des hyperviseurs qui sont mutualisés et ça vous coûte moins cher. Et en plus de ça, si vous les réservez sur 36 mois, ce qu'on appelle le FinOps, on va vous faire des remises de 15%, 10%, etc. Ça, il y a certains clients qui vont dire « moi, je veux ça ». J'ai fait ce deal avec Amazon. Et il y a d'autres clients qui vont dire non, moi je veux de la haute dispo avec que du hardware dédié, etc., etc. Donc il peut arriver aussi que même au sein d'un même cloud provider, on peut nous demander 2 implémentations d'un driver différent sur Amazon, sur GCP, sur tout ça. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on a réduit ce qui est spécifique à ces 2 méthodes. Alors les drivers qu'on a sur notre vrai Commerce Cloud sont un peu plus complexes que ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire... finalement, on peut développer comme un système d'exploitation. Quand vous regardez un système d'exploitation, c'est le 90% du code est réutilisé quel que soit votre hardware. Un Windows, un Linux, un Mac, etc. Que ce soit un processeur Intel, AMD, ARM, etc. C'est le même Linux qui va tourner. Et ce qu'on va charger, c'est des pilotes. Des pilotes pour la carte graphique, des pilotes pour le processeur qui vont s'adapter au jeu d'instruction du matériel que vous avez choisi. Nous, on s'est dit, cette façon de développer, on doit pouvoir aussi l'appliquer dans le web et dans le cloud, etc. Et en fait, on peut considérer que l'API d'infrastructure as a service, l'API d'IaaS du cloud provider, ses spécificités, ses flavors, ses machins, ces trucs, sont des choses qu'on peut réduire dans un driver à réimplémenter. Et on peut garder 80% du code de l'API standard pour tout le monde, ce qui permet de drastiquement réduire les coûts de développement. Par exemple, si on veut intégrer un nouveau cloud, ça va nous prendre 3 jours aujourd'hui de développement, clairement. Et ça ne va pas nous prendre 1 an et demi comme on a fait pour développer tout le software. Si on revient sur le DAS, sur notre démo, il n'y a pas de méthode delete. Vous l'aurez noté, on a une méthode create qui va créer un programme Pulumi. Donc il va dire je vais créer un instance serveur, etc. Donc ça c'est la spécificité du SDK Pulumi pour Scaleway. On peut s'amuser à comparer avec celui de GCP, qui est sur une autre instance. Où là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est les packages de GCP qui sont importés et c'est pas tout à fait la même chose. Sur GCP, on va nous demander aussi de créer des règles de firewall pour pouvoir exposer certains ports. Voilà. Alors que sur Scaleway, ces 3 ports-là, ils sont chargés par défaut. Sur GCP, on doit explicitement créer une adresse IP flottante qu'on doit injecter dans l'instance qu'on a créée. Sur Scaleway, c'est par défaut. Vous créez une instance. Si vous lui dites pas explicitement « j'ai besoin de t'injecter une adresse IP », il va le faire tout seul. Donc ça, c'est ce genre de subtilité-là qu'on a dit, il faut absolument un système de driver pour que chacun s'adapte à son truc. Et à la fin, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on a bien défini notre infrastructure, on fait un stack up. Et le stack up, c'est l'équivalent du Terraform Apply, tout simplement. Voilà. Et si je reviens ici, une fois que c'est fait, la méthode delete, elle est commune à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, automatiquement, on va dire à Pulumi, comme on dirait à Terraform aussi quand on fait un Terraform Destroy, de retrouver l'état de l'infrastructure et de détruire tout ce qui est corrélé à cet état-là. Je vais m'expliquer. Par exemple, quand on vous dit vous avez créé un service WordPress, c'est un exemple, ça va être une machine virtuelle, un disque dur, block storage qui est monté sur la machine virtuelle, une IP flottante sur un réseau, donc vous avez une adresse NAT, etc., etc. Et tout ça, chacun des éléments, en fait, c'est des ressources que normalement, il y a une API pour chaque truc. Vous devez créer une IP flottante, vous devez créer un block storage, vous devez créer une instance. Ensuite, dans l'instance, vous devez dire que vous montez ce disque dur à tel endroit dans l'arborescence. Vous allez monter une carte réseau dans cette machine virtuelle sur cette NAT IP qui va être exposée, etc. Quand on vous dit ensuite, il faut tout supprimer, c'est compliqué de maintenir un état. Et c'est là la force de Pulumi ou de Terraform, c'est pour ça que ça a été massivement utilisé, c'est que du fait que lui, il fasse le travail pour vous de dire, dans cette transaction, vous avez créé tout ça, donc si vous voulez détruire le service entièrement, je vais retrouver tout ce qui a été créé et je vais tout détruire. L'adresse IP, le block storage, le machin, le truc. Et donc on a juste à lui dire,
C'est l'état qui correspond à cette stack que tu m'avais créée. Et dans Terraform, vous avez à peu près le même mécanisme. Moi, on m'a posé souvent la question, mais en fait, au fond, Amazon, GCP, etc., ils fournissent aussi des SDK directement sur les langages. Par exemple, vous avez Boto 3 dans Node.js, vous avez etc. Le problème de ces libs-là, parce qu'on y a pensé, parce que Pulumi est relativement récent comme techno, c'est que vous devez réinventer cette gestion d'état qui n'existe pas. De dire, voilà mon service, c'est pas qu'une machine virtuelle, c'est une machine virtuelle, une IP, c'est un cluster cube, c'est un namespace, c'est quelque chose comme ça. Donc vous êtes obligé de créer une base de données et de dire, d'avoir un vrai modèle de données que vous allez dire, bah voilà, ce service-là, c'est toutes ces ressources-là qui ont été créées, et je dois faire des boucles de réconciliation, tout simplement. Et là, ça commence à être très infernal à gérer. Pulumi, ce qui nous apporte, c'est qu'on a à la fois les avantages d'avoir un SDK directement dans le code, mais on a aussi les avantages qui ont fait que Terraform a été massivement adopté. Parce que Terraform, en général, quand vous interrogez beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le langage de Terraform, HashiCorp, HCL, là, je pense que c'est HashiCorp, Configuration Language, voilà. Qui aime bien la syntaxe de HCL dans la simple. Vous pouvez être honnête, hein, vous n'êtes pas obligé de confirmer ce que je dis, mais généralement, c'est, de mon point de vue, en fait, ils ont essayé de faire un truc qui ressemble à du YAML à la base, c'est-à-dire un langage déclaratif structuré pour dire ça. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait rajouter un petit peu de Turing dedans, des if, des machins, des trucs. Donc ils ont rajouté des counts, et vous êtes obligé de gérer les if avec des 0, des 1, des trucs comme ça. Ils ont rajouté des... et du coup, en fait, vous avez un langage que ni les ops aiment, ni les devs aiment. C'est-à-dire, en fait, ils ont voulu faire un langage à la fois qui convienne aux devs et aux ops. Les ops, ils préfèrent faire de la configuration, donc ils préfèrent faire du JSON, du YAML, du XML, du TOML, ce que vous voulez. Les devs, ils préfèrent faire du code. Et là, on a essayé de faire un truc entre les deux que finalement, il n'y a pas grand monde qui aime. Pulumi, eux, non. On a l'avantage vraiment d'avoir un SDK, une lib classique. Et là où ils ont été très très intelligents, c'est qu'ils permettent de réinterpréter les states qui ont été créés par Terraform. Parce que très souvent, vous ne pouvez pas arriver dans une société et dire ce que vous avez créé pendant 10 ans là, avec Terraform, va falloir tout refaire. Non, ça ne va pas marcher. Par contre, vous pouvez dire, voilà, vous avez une équipe d'ops qui continue de provisionner des ressources avec Terraform, mais votre logiciel qui va avoir un périmètre limité ou votre API peut dire, je vais me baser sur les states de Terraform et les exploiter dans Pulumi. Ça, c'est totalement possible. Pulumi n'a pas la même ancienneté que Terraform non plus. Donc ils ont beaucoup moins de modules qui sont développés. Alors bien sûr, tous les plus gros clouds sont tout ce que vous avez sur GCP, Amazon, etc., ça a été réimplémenté par la société Pulumi. Mais vous pouvez avoir des petits trucs, typiquement Elastic Cloud par exemple, qui permet de déployer des clusters élastiques un peu partout. Vous n'allez pas forcément avoir un module Pulumi Terraform qui existe dans Terraform. Donc Pulumi, ils ont aussi mis en open source l'usine qui permet de générer des providers Pulumi à partir de providers Terraform. Et dans votre code Pulumi, vous pouvez aussi inclure des modules Terraform sous forme de lib. Donc c'est là où ils ont été plus smart que d'autres technos qui repartent de zéro, c'est qu'ils ont bien tenu compte de l'état de l'art, de l'état du marché en fait, et se greffer dessus. Donc vous pouvez totalement rajouter du Pulumi en ayant du Terraform déjà en place, quoi. Et inversement, c'est pareil avec notre API. Vous pouvez dire à vos devs, voilà, on a mis en place une API de Deployment as a Service. Vous pouvez l'utiliser, vous passez de nous. Par contre, le jour où on passe en prod, où on a un besoin particulier, par exemple, faire du WAF, du firewalling, du peering de network, des choses un peu plus custom. Par exemple, vous avez une application qui est multi-tenant et vous avez un client qui vous dit « Ouais, mais en fait, moi, je veux que ton truc, il ne soit ouvert que à ces ranges d'IP, d'adresse IP, et qu'on mette du VPN en place. » Ça ne va pas forcément être développé dans votre API de Deployment as a Service. Vous pourriez faire un driver particulier pour ce client-là, etc. C'est un choix stratégique qui peut être fait. Mais vous pouvez aussi dire, voilà, on a créé l'infrastructure avec notre API, et ce qui manque, on va le compléter avec du Terraform à côté. Donc on va récupérer les instances qui ont été créées par Pulumi,
et on va rajouter un peu d'infra as code à côté pour customiser ce qui se passe. Donc on a toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Et je pense que j'ai terminé ma démo. Donc là, je pense que l'instance, elle va disparaître. Il va me dire, voilà, elle n'existe plus, on va retourner. Effectivement, on ne la voit plus dans la liste. Et donc, c'est l'idée. Voilà, je retourne sur les slides rapidement. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous montrer la partie sur Command Cloud directement sur le produit fini. Mais c'est à peu près la même idée que l'API que j'ai démarré en local avec une belle interface graphique et un peu plus où on voit un peu plus de choses dans le sens où en fin de provisionnement on voit qu'il va télécharger le repo et qu'il va installer tous les templates. Mais c'est à peu près l'idée. Et vous pouvez le retrouver encore une fois sur notre chaîne. On va partager ces slides, bien évidemment, vous pouvez les retrouver. Donc comme j'ai mis au début, je suis très actif sur ces réseaux-là, donc je vais les partager sur ces réseaux-là. Voilà. Je vais laisser la parole et je suis désolé parce que je pense que j'ai dû déborder. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai beaucoup débordé ou j'ai pas beaucoup débordé? 5 minutes, à 5 minutes. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un a une question à poser rapidement? Je sais qu'après on va networker, mais vas-y, Zohaï. Juste une question par rapport au service de Working. Du coup, si j'ai bien compris, donc, dans l'implémentation de l'API, donc, dans la configuration, le nom de serveur, le size et tout ça. Du coup, pour la configuration du réseau, pour les IP, pour la configuration de carte réseau, tout ça, est-ce que ça se fait automatiquement ou est-ce qu'il y a des templates qui sont déjà prêts avec chaque provider ou on peut customiser ça? Déjà, le concept, si j'ai bien compris, le concept d'utiliser Pulumi, c'était le point fort de customisation. C'est ça? Alors, on a à peu près les mêmes capacités en Terraform et en Pulumi de ce point de vue-là. Et en fait, forcément, il y a un endroit où tu vas devoir définir ta stratégie d'exposition de ton service. Est-ce que tu veux l'exposer en public avec une IP publique? Est-ce que tu veux l'exposer en privé avec un réseau privé, etc. Ça, c'est des stratégies que tu dois mettre en place. Nous, dans notre application Command Cloud, on implémente une stratégie qui va correspondre à, on va dire, 90% des besoins de tout le monde. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand tu fais un service, tu as envie de l'exposer en public. De manière sécurisée, authentifiée avec du TLS, etc. Mais la plupart du temps, tu vas faire une API RESTful que tu veux exposer dans ton front-end. Voilà, ça, on va dire, c'est 90% des besoins. Tu peux choisir deux stratégies. Soit, par exemple, si tu as un besoin qui diffère de ce cas nominal qu'on a implémenté nous-mêmes dans chaque driver, donc on a implémenté le fait de dire mon service, il faut absolument que j'ai une IP publique sur laquelle je vais pouvoir enregistrer des noms de domaine publics et certifier des certificats TLS publics pour que mon service soit exposé en public. Il y a forcément des entreprises un peu plus complexes qui vont dire ouais, mais ce service-là, je ne veux pas qu'il soit exposé sur Internet, je veux qu'il soit exposé à tel network, etc. Ça, tu as deux solutions possibles. Soit tu dis, bah, moi je veux effectivement continuer de proposer ce produit en interne comme un pass local en interne sur mon infrastructure. Dans ce cas-là, ce que nous on va faire, c'est qu'on va déployer toute la stack sur une infra on-prem et on va te refaire un driver custom par rapport à tes besoins. C'est-à-dire de dire, bah voilà, tu auras un driver, par exemple, je sais pas, ton entreprise, elle s'appelle comment? J'ai pas entendu. Camel Studio. Camel Studio. Bon, on va faire un driver GCP Camel, par exemple, ou Camel Studio, dans lequel, effectivement, on va supprimer la partie de code où on aura écrit que c'est à exposer en public. Et on va plutôt injecter une configuration pour dire qu'il faut que ce soit ouvert à tel network, tel subnet, qu'il faut que ce soit dans tel VPC si c'est sur Amazon. Et ça, on a totalement la possibilité de le faire puisque c'est encore une fois, tout le monde est libre de créer des drivers tant qu'ils respectent les contrats d'interface de notre interface, create une instance, delete instance, etc. Après, tu peux faire ce que tu veux dedans. Tu peux dire que ça doit être toujours sur un réseau privé. L'autre solution, c'est j'ai pas trop envie de toucher au code de Command Cloud parce que voilà, c'est un code compliqué, on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Tu peux très bien dire je déploie avec Command Cloud et après je vais rajouter un peu de Terraform pour pour supprimer l'IP public
et réinjecter les instances qui ont été provisionnées dans des réseaux privés. C'est deux stratégies à choisir. Moi, généralement, ce que je vais conseiller, c'est faites plutôt un driver pour que vous gardez votre promesse de ne pas dépendre de vos SRE pour provisionner une instance. C'est-à-dire que là, en fait, on a vu une API, mais quand vous avez une console très simple, vous avez un super beau portail avec déploie-moi un WordPress, déploie-moi ce microservice, déploie-moi ce machin, déploie-moi ce truc. Si vous voulez garder cette promesse-là, je dirais que l'effort à faire pour créer un driver n'est pas si élevé. Vous pouvez forquer un driver existant et faire les petites adaptations qui vont bien à vos besoins d'infrastructure que vous avez chez vous. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va passer au deuxième tour. Ouais. Donc, le deuxième speaker, c'est Sofiane Bouklis, CTO de WeCoding. Je vais essayer de vous présenter. Plutôt c'est pris. La main. Voilà, je suis Sofiane, je suis donc CPTO de WeCoding. Mon CPTO c'est quoi? C'est directeur technique produit. On a l'aspect, le volet technique, tout ce qui est conseil sur la technique. Et produit, c'est-à-dire en fait, dans ma façon de voir très de interne en tant qu'ingénieur et développeur, le produit il est au centre en vrai de la technologie. Je remarque souvent, je trouve ça dommage, les psychopharmes et les développeurs sont très éloignés des produits. Dans le sens où ils vont coder des choses bien avancées, mais ils ne vont pas se rendre compte comment ça marche à la fin chez le client, dans son quotidien, etc. Je trouve ça dommageable pour le développeur, parce que ça va impacter ses skills, soft skills surtout. Et sur la même concevoir son produit, ça a beaucoup d'impact. On va voir comment. Ok. L'idée de ces slides, c'est de vraiment rester sur la partie plutôt conception. Donc c'est quoi la stratégie de conception pour un monde en mouvement? Quand on est développeur, c'est un enjeu. C'est un enjeu qui permet dans une entreprise d'évoluer, hein, de monter en grade, de compétences, se spécialiser. Ça rejoint ce que fait Driss par rapport à ce code Azafra est un enjeu de stratégie. Donc maîtriser le temps, le coût et la valeur. Pourquoi maîtriser le temps, le coût et la valeur? Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est un coût. Et le temps crée de la valeur. D'accord? On va rentrer un peu dans ce concept. Donc, comme j'ai dit, on n'est pas dans la tech au sens code, on est plutôt dans la tech au sens livraison, optimisation, travail d'équipe, etc. D'accord? Donc, j'ai posé la question à ChatGPT ce matin. Je lui ai dit bonjour GPT, selon toi, quels sont les critères pour réussir un projet? D'accord? Donc, il nous dit clairement, basé sur une base de données commune quand même, tu as une définition claire des objectifs, donc il faut donner les objectifs. Ça c'est bateau, hein. On va voir. Gestion du projet efficace, bon ça on connaît. Équipe compétente et engagée, ça on connaît. Gestion des risques, bon ça on connaît. Gestion de la qualité, ça on connaît. Budget, gestion de ressources, bon ça on découvre pour ceux qui ne savent pas les budgets, d'accord. Communication, transparence, bon ça on connaît. Hein. Adaptabilité et flexibilité. Focus à la valeur ajoutée, donc c'est quoi la valeur ajoutée pour ceux qui ne connaissent pas. Et engagement des parties prenantes. Ça c'est bateau. Sauf qu'en vrai, il y a des mots qui sont forts qui reviennent dans ces phrases-là, c'est valeur, temps, quantité, engagement, etc. Et ça, souvent les développeurs, les chefs de projet ne vont pas forcément leur communiquer cette valeur qu'ils ont. Un développeur, il a une valeur ajoutée et technique, mais il a aussi une valeur ajoutée de vélocité, de réflexion, de changer de paradigme par exemple, c'est-à-dire changer d'angle de vue sur ton projet te permet d'aller même plus loin dans ta façon de l'implémenter et de le développer. D'accord? Donc on va explorer 3 concepts pour réussir ce qui a été dit plus haut, mais maintenant on va les mettre dans des contextes. D'accord? Bonjour. C'est lequel? Ouais. Bonjour Oussam. Voilà, j'ai une semaine pour faire un site e-commerce. Qu'est-ce que je fais? J'ai une semaine pour faire un site e-commerce. Qu'est-ce que je fais? Tu es développeur, qu'est-ce que je fais? Un développeur. Mercredi besoin. Tu as une semaine déjà, bon, le besoin, ça prend un jour, il reste 4 jours. Bien sûr. Conception. Voilà. Design total. Conception, tout ça, c'est des réflexes, tout le monde des réflexes, on les a appris à l'école, qui sont très bien, permettent de structurer la pensée, permettent de structurer le projet. Mais en vrai, c'est pas adapté aux besoins. On installe un WordPress, un e-commerce, un PrestaShop. Voilà. Est-ce que Magento est adapté ou pas, ça on verra après. C'est un bon exercice de Magento. Parce que le Magento peut être très lourd, mais pour la suite, d'accord. Donc ça, c'est un concept que vous, peut-être vous ne confrontez pas parce que vous êtes protégé par des gens, vous êtes protégé par des PO ou par un directeur technique qui va prendre la décision à votre place. Mais en vrai, le design to time
est un enjeu majeur dans l'approche technique. C'est-à-dire, en fait, tu dois arbitrer entre ton expérience, ton expertise, et le temps qui est alloué. Si on te dit, moi je veux un projet en une semaine pour faire un projet e-commerce, tu dois être capable de mettre ton ego, ton savoir-faire de côté, et avoir la lucidité d'esprit de dire, qu'est-ce que je peux faire, mais d'une manière sérieuse. Pourquoi tu as dit PrestaShop? Pourquoi tu as dit, je ne dis pas presque, mais pourquoi pas faire un autre CMS? Parce que tu as choisi un truc qui est populaire. Donc, tu sauves le projet. Mais sinon, tu peux prendre un autre truc pas populaire, mais tu mets un risque. Donc c'est très important de réfléchir à tout ça. D'accord? Et ça, c'est un très bon challenge, donc l'exercice qu'on fait ici, pour que les développeurs, les CTO, les SICOPS, intègrent ça d'une manière intellectuelle dans leur façon de gérer les projets. Okay? Ou développer en tout cas, même dans le code, dans le truc, etc. C'est très important. Donc c'est quoi le design to time? Donc, bon, c'est pour résumer, donc c'est concevoir pour respecter les deadlines sans sacrifier la qualité. Donc ça revient, deadline, mais garder la qualité. C'est contre-intuitif quand on veut faire les choses bien, mais voilà, on sait que PrestaShop c'est une solution en CMS très connue, prouvée, etc. On sait que la qualité sera là. D'accord? Après, il y aura des stratégies, on va en parler, pour que, en fait, comment arriver à faire ça. Je vais expliquer pourquoi. Donc c'est quoi le principe d'end-to-end? Donc c'est écrit, hein, c'est un processus de développement focalisé sur la réduction des délais, hein, pour réduire le temps, en attendant l'objectif, en gardant la qualité. Pourquoi le temps est critique? Vous n'êtes pas en front avec pourquoi le temps est critique. Ah, c'est le temps est critique. Ben, demain, tu lances une startup, tu as une idée, le marché c'est maintenant. Le marché c'est maintenant, il faut sortir de la livraison, Deliveroo. Voilà, si tu étais dans le début de Deliveroo, ben, il faut sortir à Deliveroo. Comment tu fais pour sortir de Deliveroo? Allez, réponse. Pour faire un Deliveroo en une semaine, comment on fait? Prototype. Dans une semaine, j'exagère, un mois. Hein. Tu ramènes Deliveroo like juste pour tester ton projet. Et là, tu veux faire la livraison, le masse, comment tu fais, tu vois? Bah, déjà, je choisis un endroit, prends un local fait comme avant, le masse. Je prends un typeform, tu remplis ton formulaire, tac, tac, tac. Ça va dans un fichier Google Drive, Google Sheet, ou ça va sur Airtable, d'accord? Je prends les commandes manuellement. Mais ça, c'est la conception. Ça c'est le développement. Attention. Souvent, on oublie, c'est ça la conception. C'est pas que forcément que du code. C'est aussi imaginer des bases de données modernes, des bases de données NoSQL, des bases de données SQL, des bases de données type fichier Excel. Enfin, Excel, en ligne en tout cas, avec un typeform, etc. Et après, je commence à développer à faire à mesure mon produit. Donc je fais design to time, qualité, et après, retour sur l'expérience, parce que ça va dans le marché. Et là, je vais commencer à prouver que déjà mon projet fonctionne. Donc ce qu'on appelle un POC, hein, on va y arriver. Et après, je vais commencer à développer des briques pour être plus professionnel, plus rapide, plus applicatif, etc. Donc, des cas d'exemple, là, de pression du marché, des clients, parce que les clients, il a des impératifs, donc il faut trouver des solutions alternatives qui existent, techniquement fiables, techniquement scalables, etc. En tout cas, jusqu'à un certain seuil, puis après tu peux bien sûr recoder plus tard pour des besoins. Délai client, time de market. Souvent le délai client, ça c'est un biais. Ça c'est un biais, c'est-à-dire en fait souvent le délai client, quand on fait du conseil, le client te dit moi je veux ça d'une semaine, si c'est pas fait, c'est faisable d'une semaine, tu peux dire ce n'est pas faisable d'une semaine. D'accord? Parce que c'est pas parce que tu prends 10 devs que tu vas faire une semaine. Au contraire, si tu prends 10 devs, tu vas le faire dans 2 ans. Parce que ça va toujours plus vite quand on est peu, quand on est beaucoup. Stratégie spécifique, donc pour comprendre un peu dans quel contexte le design to time est souvent utilisé, ben en fait, on utilise, donc pour réussir ce genre de challenge, il faut avoir beaucoup d'agilité pour itérer rapidement. Itérer rapidement, c'est vraiment définir en fait une roadmap technique et on développe tout ce qui est must-have, donc tout ce qui est important pour l'identifier, tout ce qui est nice to have, on enlève, voilà, pour que ça fonctionne, le guide, les mots de passe, boum, sécurité, boum, j'arrive sur l'interface, basique, pas besoin de faire du responsive, si c'est un dashboard, c'est un dashboard. Pourquoi le faire en responsive, etc. Ça c'est enlevé. Il faut automatiser les tests, bien sûr, donc ça c'est la base pour avoir l'intégration au contenu, les tests, ça peut pas négliger. Et surtout, en fait, vraiment là où c'est très intéressant le design to time, c'est dans le concept de time decision, donc c'est je veux créer un MVP, je veux créer un poste, je veux lancer ma startup, je veux lancer mon projet de banque, de néo-banque, de tout ça, tout ce monde-là, c'est vraiment le design to time et les clés. Et donc souvent avec vos clients ou vos propres projets, quand un challenge comme ça arrive, vous devez, comme vous dites, prendre le besoin. Après, c'est pas d'inventer, hein. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, prendre le besoin, c'est basique. En fait, le vrai terme, c'est faire du cadrage.
C'est-à-dire, je reçois le besoin, d'accord? Donc c'est un besoin que je reçois. Maintenant, je vais le cadrer, le mettre dans un cadre, pour pouvoir le maîtriser de bout en bout. C'est ça qui est important. La prise de besoin, on s'en fout. C'est le cadrage qui est important. Je me pose avec les clients. Bon, je reçois ton besoin, on va cadrer les choses. C'est dans 3 semaines, 2 semaines, et ben dans 3 semaines, on peut faire que ça, ça, ça. Il y a ça qui est de trop, ça on retire, etc. D'accord? Souvent, ce travail est fait par les PO, donc les chefs de projet. Mais ça, c'est une erreur. Ce travail doit se faire avec et le chef de projet et le développeur, que ce soit CTO, de full stack, enfin, même junior, en vrai, peut participer en fait à des réunions de cadrage. D'accord? Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on n'implique pas les développeurs assez pour qu'ils comprennent ce genre de concept. Design to cost. Donc ça, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises, pour le coup. Parce que l'entreprise, quand elle veut lancer un projet, elle a de l'argent, donc elle a un budget. Moi, je veux faire mon application avec, je sais pas, j'ai un budget de 10 000 euros, ou j'ai un budget de 50 000 euros. 50 000 dinars, 10 000 dinars, enfin mon budget. Toi, en tant que développeur, tu dois adapter ton approche technique pour qu'elle rentre dans le budget du client. Quelles sont les choses qui font qu'un budget varie d'un client? Enfin, tu peux faire varier une application parce que tu peux faire un site e-commerce, on reste sur l'e-commerce. Un e-commerce, tu peux le faire avec 0 dinar, entre parenthèses, en installant un Shopify. Juste tu installes Shopify et tu mets un logo, ça coûte 0. Jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire un Carrefour. D'accord? Pourquoi Carrefour ne sont pas sur Shopify? Il y a des enjeux, on peut y arriver après. Mais, design to cost, c'est bonjour monsieur le client, c'est quoi votre budget? D'ailleurs en France, ils n'aiment pas ça. Ils détestent parler d'argent en France, c'est tabou. C'est interdit de parler d'argent, donc, mais les anglo-saxons font ça. Bonjour, c'est quoi votre budget? Donc moi j'ai un budget de temps pour faire mon projet. En tant que développeur, tu dois connaître les budgets, plus ou moins. C'est-à-dire dire, est-ce que c'est faisable ou pas dans ce budget-là? Le marché doit sur Internet, c'est quoi le coût pour faire un e-commerce? C'est entre temps et temps. Combien de produits pour ce temps-là, etc. Donc toi, tu dois savoir identifier ça. Donc dire, est-ce que le budget que les clients nous donnent est faisable ou pas? Une fois que tu as validé le budget faisable ou pas, là tu commences à revenir sur le design to time, le même principe. Must have, nice to have, est-ce que ça rentre dans les coûts ou pas? Pourquoi j'ai le design to cost? Parce que toi, en tant que prestataire ou développeur, tu vas travailler pour ton client, mais lui, ça lui coûte de l'argent aussi. Parce que le temps que tu passes et le temps qu'il a investi, si tu ne livres pas dans son budget à lui, il ne va pas de l'argent. Parce que si tu ne designes pas ton cost et ton temps, c'est en fait ça va impacter ton temps. Si tu ne designes pas ton cost, du coup, de taille, d'accord, il y a un lien quand même, ben en fait, le client va ne jamais être livré. C'est chaque jour qu'il n'est pas livré, chaque jour, il perd de l'argent, il perd d'activité, il ne travaille pas, etc. D'accord? Donc il faut intégrer même dans son code, de dire, voilà, moi j'ai un budget. Comment on fait? C'est très facile. Hein. Moi j'ai un budget, plus ou moins j'ai un budget. Je connais le coût que ça me coûte par jour. Au lieu de dev, ça me coûte tant. Donc tu divises le budget par le nombre de jours que tu vas passer sur le projet. Plus le chef de projet. Donc ça te permettra de connaître exactement le délai exact pour que le budget alloué rentre dans tes frais, rentre dans ton planning stratégique. Ce temps-là que tu as identifié, tu le transformes en backlog. Ces backlogs-là, tu dis qu'est-ce qui est must have, qu'est-ce qui est nice to have. Le client arbitre avec toi et ça te permet de faire ce qu'on appelle un design to cost. D'accord? Moi je vais te voir, je te dis écoute, tout le monde la connaît. Bonjour, j'ai 100 dinars, fais-moi un site pour réservation en ligne d'avion. Tout le monde la connaît, celle-là, plus ou moins. On l'a vu venir. Ça marche pas. C'est impossible. D'accord? Pour 100 dinars, je te fais juste un formulaire sur WordPress, ça me prend. Ou non, sur ta forme, et puis je t'envoie, c'est tout, c'est réglé. Ou va sur Google Form et puis tu fais ton formulaire, voilà. Ça c'est très important. Donc, quand tu es développeur, il faut intégrer cette logique-là dans son travail. Et c'est très important de poser des questions, même au PO, chef de projet. C'est quoi l'ampleur du projet? Comment moi je peux participer? Comment moi je peux trouver des solutions techniques adaptées? Le langage. Si je vais sur le Java, c'est pas comme si je vais sur du PHP, c'est pas la même façon de déployer, c'est pas le même temps, etc. Ça joue quand même. Donc c'est très important. Et donc, on revient sur la même phrase, concevoir des produits en maîtrisant les coûts à chaque étape, donc coûts et même on va le temps si on veut, sans compromettre la qualité. Toujours revenir sur le côté qualitatif. Parce que le client qui paye pas cher, il est aussi exigeant que le client qui paye très cher. Hein. Il n'y a pas de différence entre les deux, en termes d'exigence. Voilà, il va te dire, tu me dois, voilà, je sens que tu payes moins cher si je payais cher, c'est pareil pour lui. Donc c'est très important de comprendre ça. Et donc, comment on gère les coûts? Comme j'ai dit tout à l'heure,
Soit, comme tu as dit, on prend des outils open source adaptés, du Presta, du Word, pour les CRM, on peut prendre des choses comme OpenCRM, on peut prendre des outils maintenant, comment ça s'appelle, Odoo, etc., qui marchent plutôt bien, donc voilà, des choses comme ça. Solutions propriétaires à réfléchir, si le client veut payer une licence ou pas. Donc là, tu connais des solutions propriétaires un peu plus avancées, comme HubSpot, etc., si tu veux faire du CRM. Si tu veux faire du Salesforce, après tu seras ruiné parce que Salesforce ça coûte une fortune, mais au début ça coûte zéro. Donc voilà, vous voyez, tout ça c'est une chose pour réfléchir. Et donc du coup, pareil, on revient sur ce que dit Driss, gérer son cloud, son infrastructure, l'optimiser, gagner du temps, avoir le meilleur rapport qualité-prix, etc. Le fait de déployer sur plusieurs plateformes, ça permet de savoir quelle est la moins chère, couper la plus chère, la moins chère, etc. Et bien sûr, tu prends tes équipes et tu les rationalises. C'est-à-dire que tu dis voilà, si on est trop de développeurs pour ce projet-là, on réduit le nombre de développeurs parce que ça va m'impacter dans mon travail. Faire une réunion, en fait, quand vous êtes deux, il y a 2 problèmes, quand vous êtes 3, il y a 3 problèmes. Donc si vous êtes 5 sur un projet, il y a 5 problèmes. C'est comme ça fait bizarre, mais l'être humain crée des problèmes, je ne sais pas pourquoi, je vais l'expliquer, mais on crée des problèmes. Et bien sûr, tu peux toujours aussi outsourcer de manière intelligente, c'est-à-dire tu mets ton ego de côté, tu mets mon ego de côté, et tu investis une partie du coup ailleurs, même si tu es ingénieur, même si tu es intelligent, personne ne doute de ça. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intelligent. C'est pas pour autant que vous pouvez tout faire, pas vous nous démultiplier. Donc déléguer, communiquer, faire monter ses collègues en compétences pour pouvoir en fait travailler de manière plus agile. D'accord? Alors, le design to value, c'est quoi? Donc là, c'est créer de la valeur. Donc là, c'est vraiment faire mon business. D'accord? Donc quand tu codes pour créer de la valeur, je vais faire mon code, je vais choisir mon infrastructure, c'est pour créer de la valeur. Donc d'ailleurs, souvent, on voit que design to type, design to cost, la somme des deux fait ce qu'on appelle design to value, pour créer vraiment de la valeur. Parce que tu as du temps et du coup, pour créer de la valeur. Avec une petite spécificité sur la valeur, c'est que souvent quand tu crées de la valeur, c'est pour créer de la valeur pour l'utilisateur final. Donc soit c'est ton client qui va utiliser un outil, soit pour le mec qui va utiliser l'outil de ton client. Donc tu vas coder d'une manière pour que l'application va très vite, qu'elle charge instantanément, que tu vas mettre des CDN partout, tu vas mettre du Cloudflare partout, tu vas mettre de l'infra par pays. Par exemple, quand tu développes ton application, le marché est très concurrentiel, tu auras ton application en France hébergée en France, en Tunisie hébergée en Tunisie, au State hébergée au State, avec du blue-green deployment, avec des réplications de bases de données, etc., segmentation, etc. D'accord? Ça, c'est la valeur de disponibilité. Tu vas, en tant que développeur, travailler, dire moi, pour réussir mon projet, j'ai besoin de travailler avec un UX designer pour designer mieux les maquettes, parce que je sens que là, l'interface n'est pas ergonomique. Tu peux te challenger ça, un designer, en tant que développeur. L'interface n'est pas ergonomique, elle prend du temps, moi, ça brouille mon code, ça force à faire des appels HTML beaucoup plus longs. Comment on fait pour améliorer l'interface? D'accord? Ça, tu vas créer de la valeur. Dans ton travail de développeur, tu vas conseiller pour le design. C'est très important. Pareil, pour tout ce qui est gestion des données, cybersécurité, tu vas réfléchir à des valeurs très importantes, à la qualité de ton code, à ton impact écologique. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle le green IT, pour baisser un peu l'impact écologique. Donc tu crées de la valeur. Donc c'est maximiser la valeur pour l'utilisateur et le business. Normalement, le design to value est très orienté business, c'est fait pour le business, les gens exposent, ils prennent leur temps pour Airbnb, chaque bouton, comment il fonctionne, ils testent, etc. Et c'est du temps de travail, beaucoup de HTML, beaucoup de front-end. Je suis un très bon développeur back-end, donc j'ai créé de la valeur côté back-end, mais si je veux que mon produit marche, si je suis nul en front-end, ça ne marchera pas. Donc je dois monter en compétence sur le front-end. Je dois prendre c'est quoi les meilleurs techno-front qui marchent bien, les meilleurs frameworks front qui marchent bien, intégrer des services, et même on peut même aller plus loin, et intégrer ce qu'on appelle du front as service. En fait, vous allez développer des microservices dans votre front, donc votre login est un service, d'accord? Parce que vous avez créé une valeur dessus, votre page d'événement est un service, mais parce qu'il y a une valeur que vous avez créée dessus, et en fait, et ça peut être deux langages différents, parce que vous avez créé de la valeur. D'accord? Donc ça peut aller très loin, cette notion de design to value. Comme c'est défini, hein, donc on est focalisé sur la création de valeur maximale pour le user final et la partie prenante du business. Tu crées de la valeur pour le consommateur, le consumer, et pour le businessman qui développe le produit avec vous. Pour réussir ce challenge, donc on a ce qu'on appelle des méthodologies pour capturer et analyser les valeurs. Donc c'est
fait ce qu'on appelle du X, hein. Donc on fait de l'A/B testing, on fait du X, on fait du le feedback loops pour voir en fait comment les gens ils quittent la page à quel moment, est-ce qu'ils sortent, du coup on fait un travail, est-ce que c'est à cause du temps de la page de chargement, est-ce que c'est un problème de ma base de données, parce qu'en fait il met du temps à répondre, etc. Donc tout ça, les développeurs interviennent pour améliorer la valeur, c'est très important. Vous mesurez les performances, hein. Donc là c'est pas mesurer les performances produits, pour le coup ça c'est un truc qui peut être intéressant pour les développeurs, je trouve qu'on ne fait pas assez, c'est on vous donne des KPI. C'est quoi les KPI? C'est pour mesurer en fait les chiffres de mesure. On vous dit votre page doit charger en dessous de 0,4 secondes, votre page HTML doit peser tel poids, sur le nombre de lignes, etc. Donc ça, vous codez, vous faites des choses pour que en fait, vos pages vont dans des KPI précis pour réussir en fait la valeur de référencement, d'accessibilité, de temps de réponse, de sécurité. Voilà, vous avez des KPI même sur la cyber, le mot de passe-fort, etc., etc. Et bien sûr, dans tout cela, moi j'insiste sur l'importance du DevSecOps, parce que là pour le coup, aujourd'hui, sur le process de DevSecOps, le fameux infini qu'on connaît tous, le sec est devenu central. Et le DevSecOps, pour toutes les boîtes qui vont scaler, les Airbnb, les Deliveroo, Bolt en Tunisie, le DevSecOps est complètement au centre, au milieu, d'accord? Sauf que, comme l'être humain a des problèmes, il faut trouver une solution avec le travail. Et donc on va créer un problème qui est d'équilibrer time, cost et value pour le succès du produit. Parce qu'en vrai, je les ai présentés séparément parce que c'est des choses que vous traversez dans votre vie, donc développeur. Parfois vous êtes challengé à faire du time, parfois à faire du cost, même si le cost souvent vous le voyez un peu moins, et le value de plus en plus dans votre carrière. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Hein. Souvent c'est pour le time, après vous commencez à comprendre la notion de cost et après la notion de value. Mais en fait, malheureusement et heureusement, il faut toujours en fait concilier les trois process pour réussir un projet. D'accord? Donc, c'est un dilemme, non, c'est marqué, c'est un dilemme, vraiment c'est un problème que tout le monde rencontre, hein, entre réussir mon projet dans les temps, garder une qualité, créer de la valeur, et ne pas créer de tunnels, de bouchons dans mon travail, c'est difficile. Donc, bon, il y a des méthodes pour ça, hein. Heureusement qu'il y a des méthodes, hein, ça existe, mais c'est très important. Les développeurs de Amazon font du time to value, time to cost, et font du time to design to time. Enfin, tout ça, c'est vraiment intégré dans le process. Donc, l'idée c'est quoi? C'est d'améliorer les releases. J'ai mis accélérer, mais le terme c'est plutôt améliorer les releases, tout en contrôlant les coûts et maximiser leur valeur. C'est ça en fait, pour résumer. Okay, donc, technique pour équilibrer. Priorisation sur les bases de l'impact business. Donc en fait, c'est comprendre c'est quoi le business. Tu vois ton client, c'est quoi ton business. Tu es où dans 2 ans, tu es dans 3 ans, tu es dans 6 mois. Tu fais une vision court terme, moyen terme et long terme sur ton code. D'accord? Sur du court terme, je vais faire ça, 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 ça. Parce que ça permettra de sortir le MVP du temps. Un moyen terme, j'ai un plan de migration, j'ai dans ma tête, je vais migrer votre projet vers un nouveau step. D'accord? Pour pouvoir consolider le projet. Et à long terme, j'écris ce qu'on appelle une routine, et donc du coup la machine elle tourne plus ou moins toute seule, parce que tes équipes, où chacun d'eux fait ce qu'il a à faire dans l'équipe que tu as créée. D'accord? Développer des produits scalables, ça c'est très important. En fait, la scalabilité, vous savez ce que ça veut dire la scalabilité? Tout le monde? Très bien. Ça c'est le centre de la gamme. Day one, dès que tu commences ton projet, il faut réfléchir à la scalabilité. Ma base de données doit être scalable. Même la relation entre mes tables doit être scalable. D'accord? Souvent, la notion de microservice aide aussi sur certains trucs pour pouvoir scaler plus facilement. C'est-à-dire, en fait, je peux commencer ma base sur une MongoDB juste pour lancer mon produit, puis migrer sur du SQL. Sans problème. Du SQL, c'est plus facile, et migrer sur du SQL qui est beaucoup plus structuré et structurant. Même si aujourd'hui, les bases de SQL, c'est plus trop à la mode, d'accord, sur certains sujets, mais on les utilise quand même pour les données chaudes, ça reste quand même utilisé. Et l'autre point, c'est adaptabilité avec des architectures modulaires, donc microservices, cloud native. Donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, quand tu crées ton projet techniquement, il est toujours conseillé en fait, de créer des services. C'est-à-dire en fait, ton back-end est un service, ton front-end est un service. Entre les deux, limite, tu as une API qui est un service entre les deux. Alors ça, c'est bien sûr, quand on a les conditions nécessaires pour le faire. Ta base de données est un service et ton infra est un service. D'accord? Ça permet quoi? Ça permet si demain il y a une techno qui meurt,
sur un service, je l'arrête et je monte sur une nouvelle techno. Souvent, en fait, il y a des effets de mode dans la tech, d'accord? Ruby on Rails était un peu tendance il y a quelques années. Aujourd'hui, trouver un développeur Ruby, c'est compliqué. Donc, si toi, tu veux lancer ta boîte avec ton client, tu veux lancer ton projet avec ton client, bah, tu as fait du Ruby au début, maintenant, tu as besoin d'aller plus vite, j'ai fait de Ruby. Tu enlèves la brique, faites en Ruby, tout c'est un service. Tu la remplaces par une autre brique, faites sur React, du Node, etc. Tu implémentes, et c'est fait. Pareil, tu fais du AWS. Demain, AWS, je sais pas moi, ils font faillite. Tu lances un service sur Heroku, bah voilà, et tu auras un service. Reste de manière vraiment remplaçable. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent quand on développe time to cost value, qu'est-ce qui se passe à la fin quand on réussit le produit? Ta vraie expertise, ce n'est même plus ni le temps, ta vraie expertise, c'est le produit que tu as créé. C'est dans ta tête. C'est-à-dire, en fait, le code, en vrai, il ne sert à rien. Ce qui sert, c'est l'abstraction que tu as créée autour de ton code, la compréhension de ton métier. J'ai compris mon métier, je sais c'est quoi mon métier. Tu deviens expert, en fait, indirectement de métier. Par exemple, si tu fais que des sites pour des banques, tu deviens banquier. C'est vrai. Tous les gens qui travaillent dans les banques deviennent banquiers. Ils peuvent devenir banquiers parce qu'ils connaissent le système. Si tu fais que truc d'aviation, de vol, tu deviens expert en réservation de vol et de négociation. Tu es obligé, d'accord? Ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est le dealer. Et puis merci, parce que donc voilà un peu globalement l'idée. Pourquoi je voulais faire ce talk? Parce que je trouve, peut-être que je me trompe, on fera un sondage, hein. Je trouve qu'on n'implique pas assez les développeurs dans leurs produits, dans la vision commerciale du produit, dans la vision client du produit. Souvent, on les met plutôt sur des tâches, sur des sprints, et je trouve ça très dommage, parce que je pense que les développeurs, c'est des créatifs aussi, c'est des gens qui créent du code, parce qu'ils sont capables de comprendre l'utilité de ce dernier. Donc voilà, je ne sais pas si vous votez, est-ce que vous trouvez que c'est important que les développeurs soient impliqués dans la compréhension du projet, même à l'utilisation, ou est-ce que juste faire son travail suffit? Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est impliqué dans les produits? Pas assez. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est d'accord ou pas. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer, parce que je trouve que c'est bien pour le soft skills, c'est important. D'accord? Parce que parler avec tech avec vous, je pense que vous êtes ici tous meilleurs que moi, donc je ne sais pas si ça vous donne. Donc c'est pas moi qui vais expliquer ça, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai. Si on a d'autres. J'ai deux questions du coup. La première c'est de ce que je comprends dans tout ce que tu as présenté, il y a une dimension qui embarque quand même pas mal de techniques, dans le sens où première version tu vas utiliser des choses qui sont déjà accessibles rapidement, donc tu as parlé de formulaire Google, tu as parlé de CMS, il y a aussi le serverless, il y a plein d'autres solutions, il y a le no-code, enfin, il y a diverses solutions qui permettent de bootstrapper rapidement un projet. Une fois qu'ils sont en prod, très souvent dès que ça marche, on va les mettre en prod rapidement. Et après, il y a quelque chose qu'il faut arriver à faire passer qui n'est pas évident, et moi je voulais avoir ton sentiment là-dessus, qui s'appelle la dette technique, dans le sens où ça forcément, au bout d'un moment, il y a un amortissement même comptable de ce qui a été fait, qui permet de justifier qu'on le refasse dans quelque chose de plus pérenne. Tout à l'heure, tu as parlé de, je ne sais plus comment tu l'as défini exactement, tu as parlé de, pas agnosticité, tu as parlé de, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le slide exactement, mais tu as dit un mot très pertinent qui est le mot abstraction. Voilà, c'est ça. Le mot abstraction. Et très souvent, l'abstraction, c'est le premier truc qui est sacrifié quand on va aller vite en fait. Quand on va aller vite, on va utiliser ce qui est déjà présent et on va se coupler très fortement. Donc, il y a des moments où, nous, je pense qu'on a beaucoup avoir été confrontés à ça, où on s'est tellement couplé fortement à la solution que le coût pour en sortir est astronomique. Et très souvent, ça n'a pas été pris en compte sous forme d'amortissement comptable, malgré que ça aurait dû, pour dire je dois le remplacer. Et quand on dit je dois le remplacer, très souvent c'est synonyme de faut que je refasse tout et j'ai une migration. Tout à l'heure, tu as dit je veux sortir d'Amazon pour aller vers Heroku. J'ai vu des sociétés où ça leur a pris 2-3 ans pour sortir d'un certain pass pour aller vers du GCP. Et en même temps, après que les 2-3 ans n'ont même pas été terminés de la migration, on leur a dit qu'il faut aller sur le marché chinois, il faut faire la même chose sur Alibaba Cloud. Donc,
comment toi, c'est quoi ton approche pour dire il faut embarquer la dette technique de manière continue dans les projets pour pouvoir justement justifier de passer de ces différentes phases que tu as présentées parce que j'imagine que pour passer de l'un à l'autre, à chaque fois, c'est une histoire d'amortissement. Exactement. Ouais. Alors, il y a ce que tu appelles l'amortissement comptable, on parle du business. De tout. En fait, là, à partir du moment où, pour moi, tu as écrit une ligne de code, elle a une durée d'amortissement qui justifie que tu puisses la dégager, la refaire. En fait, alors, c'est par palier. Comme tu as cité Ruby on Rails tout à l'heure, par exemple, imagine que tu as écrit un truc qui a duré 2 ans en Ruby. Tu peux te dire, je vais devoir refaire 2 ans pour la écrire, ça va être énorme, c'est un coût astronomique. Mais si en même temps, pendant 10 ans, tu ne trouves pas de développeur Ruby, les 10 ans de galère vont coûter plus cher que les 2 ans de refonte totale de ton application en Ruby. En fait, alors, il y a plusieurs paliers. Ouais. La stratégie que je présente, elle s'applique à tous les paliers, mais il y a plusieurs paliers, chaque palier a son approche. D'accord? Donc ça s'applique à tout, mais il y a des paliers. Sur le premier palier, donc lancer son POC avec Typeform, avec un fichier de type Google Sheet ou autre. Ce palier est un palier n'est pas choisi au hasard parce que souvent quand on travaille sur Google Sheet, on peut migrer facilement les données sur Big Data BigQuery aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi, hein, c'est pas au hasard. Donc c'est vrai qu'il faut, peut-être j'ai dû préciser, il faut faire attention à ce qu'on choisit. On ne parle pas des quick and dirty. On parle de cette démarche-là, on est plutôt dans le temps que j'ai investi, en fait, c'est un temps que je vais convertir. Et en fait, j'ai déjà anticipé, je vais si je fais du Google Slides, si je fais du Airtable, etc. Ce sont des bases classiques où je peux récupérer soit en forme de CSV, soit en forme de JSON, qui est une base SQL finalement. Ça, c'est le genre de technique comme ça. En fait, mais on va prendre le palier le plus difficile. D'accord? En fait, quand on fait une migration de grande ampleur, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Pourquoi il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas un problème de compétence. Parce que, en fait, chacun veut ramener son grain de sel, tout le monde veut montrer qu'il sait faire, et ensuite tout le monde sait faire. Donc, du coup, ça crée des problèmes. L'immigration, souvent, aujourd'hui, les problèmes qu'on a, on les rencontre dans des boîtes de très haut niveau, parce que, en fait, ces boîtes sont pas tech, c'est des boîtes qui, c'est une DSI, la DSI, c'est quoi? C'est le service informatique de la boîte, qui va lui en fait faire appel à des prestataires pour faire les choses, et en fait c'est très politique. Donc si on reste dans le use case, que je pense que tu connais aussi, on est sur le monde normal des entreprises, chaque migration est une catastrophe. Il y a des migrations qui ne se font jamais. Au Canada, vous pouvez faire une migration, il n'y a pas de c'est 10 ans, on n'a rien migré. Ouais. Bah, si on est honnête, en fait, il n'y a personne qui n'a jamais réussi à cette échelle de boîte de terminer une migration. Exactement. Il n'y a aucun exemple qui a réussi à terminer une Et migration. ce n'est pas un problème technique, Ouais. c'est un problème d'humain. Parce que, comme j'ai dit, plus il y a d'humain, plus c'est compliqué, plus que malheureusement c'est comme ça. Par contre, en fait, il y a ce qu'on appelle en fait des warnings. Enfin, on a nous, ce qu'on met en place. En fait, on met des points d'alerte. En fait, chaque fois qu'on est sur un projet qui grandit, on a des points d'alerte qui disent à ce moment-là, il faut commencer à migrer. Pour ne pas donner de rupture. D'accord? Donc, on cible la migration. Souvent, quand il faut faire une migration, nous, on l'a fait sur des stacks qu'on maîtrise. Et nous, on a une règle générale. C'est que si on ne sait pas faire, on fait pas. Par contre, si on l'a fait 10 fois, on le fait, il n'y a pas de problème. Donc, si tu viens me voir, tu me fais quelque chose que j'ai un consultant ou 2 consultants qui savent le faire, pas de problème, qu'il n'ait jamais fait dans ma vie, tu me donnes même 1 million d'euros, je ne le fais pas. Je n'ai pas la réussir. Par contre, comme j'ai fait des migrations 10 fois, 15 fois sur certains aspects, d'accord? Aujourd'hui, migrer pour moi de AWS à GCP, je sais faire. D'accord? Je ne sais pas faire l'inverse. Par exemple. Ouais. Donc je sais migrer ça, comme ça je sais faire, je peux le faire. Par contre, l'inverse, je ne peux pas le faire. D'accord? Mais ça, ce sont des skills de ta boîte. Dans la boîte, tu développes des expertises, chacun sait faire des choses. Si je prends le cas de Ruby on Rails, d'accord? Si ton dev de Ruby on Rails a pris 2 ans pour créer ton produit, souvent il ne te prendra jamais 2 ans pour faire sur notre technique. Il prend beaucoup moins de temps parce que, comme je dis, c'est l'abstraction qui est ton modèle. C'est ton modèle que tu as développé. Ça t'a pris 2 ans au début parce que tu ne sais pas où tu es allé. Et tu développes à fur et à mesure, et puis là, tu as un produit. Et quand tu migres souvent sur une autre plateforme, ça prend beaucoup moins de temps. Déjà, il y a ça. Et là où j'ai écrit tout à l'heure, il faut faire ce qu'on appelle, tout simplement ici, hein, sur le design de value, c'était où? C'était outsourcing intelligent. Déjà, tu vas outsourcer une partie, parce que toi, si tu l'as fait, de toute façon, tu ne seras jamais objectif.
tu as des problèmes en interne de politique parce que tes collègues, tout le monde montre qu'il est maintenant devenu intelligent sur la nouvelle technologie. Puis outsource avec les KPI, les objectifs, du testing, de la validation. C'est outsourcé. C'est la partie du business. Parce qu'en fait, souvent, quand alors pour tout, la bonne nouvelle, parce que c'est là, peut-être c'est contre-intuitif, souvent, quand on change de techno, c'est qu'on a des problèmes de riches. C'est-à-dire que la boîte elle commence à marcher. On ne change pas de techno si la boîte ne marche pas. Si ma boîte elle ne marche pas, j'ai commencé avec un truc qui ne marche pas. Et si elle ne marche pas, je n'ai pas changé de code, parce qu'elle ne marche pas la boîte. Par contre, si j'ai besoin de changer, c'est que la boîte elle marche, en tout cas un minimum, qu'elle crée de l'attraction. Et donc, j'ai investi en fait. D'accord. Souvent, dans ce contexte-là que ça se passe. Jamais on va faire un changement technique parce que sur un coup de tête, c'est sympa. C'est souvent parce qu'il y en a besoin. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est surtout que très souvent, on attend, dans des expériences qu'on a eues depuis bien sûr, longtemps, au lieu que ce soit un amortissement régulier pour dire on a dépassé une certaine durée, on sait que technologiquement le truc est dépassé, même si des fois c'est juste une histoire de version. Le truc est dans une version de Java dépassée. Qui n'a pas vu des trucs Java 8 encore tourner en 2023, 2024 jusqu'à maintenant, ou des trucs en A2, 12, 16, alors qu'on a on en voit tout le temps. Je pense que tout le monde peut confirmer ça. En fait, jusqu'à présent, j'ai le sentiment que malgré, on attend qu'en fait, on soit devant le mur, c'est-à-dire que le truc ne marche plus tout simplement, il tombe en marche, pour pouvoir le dire c'est bon, alors qu'on avait le budget pour la écrire depuis longtemps. On aurait pu, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une méthodologie là-dessus pour dire? C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler en microservice. Un microservice, c'est une solution qui te permet d'isoler en fait les composants à risque, les services à risque, d'accord. Et il faut faire ce qu'on appelle la migration progressive. En fait, vous ne migrez pas tout d'un coup, vous migrez des services. Si tu veux, par exemple, si tu es du Ruby et tu veux migrer sur du React, tu vas prendre ton Ruby, tu vas créer des services de React. Tu ne vas pas migrer toute l'application. Tu vas identifier des services, tu migres service par service. D'où le terme de front à service qui permet de migrer progressivement en fait, des briques dans ton projet. Tu peux garder ton Ruby, hein, mais tu vas le déconstruire petit à petit. Ce n'est pas une migration générale. Tu peux migrer, tu peux prendre sur ton Ruby une phase de la partie login, un service, et puis je crée mes services à faire. D'où la notion front à service. Ça aide beaucoup sur la migration. On le voit avec les banques étaient sur Cobol jusqu'à pas longtemps. Hein. Jusqu'à maintenant, exactement. Toujours. Il y en a qui commencent à migrer sur de nouvelles technologies, etc. D'accord. Donc si les banques le font, tout le monde peut le faire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, tout d'abord, merci pour la présentation. Pour le point, en fait, l'importance d'impliquer les développeurs dans le produit. On est tous d'accord avec ceci, mais comment pratiquer dans le real life? Alors, comment... Même si, en fait, vous vient parler d'agilité, tout ça, d'après ce que je connais, en fait, dans les entreprises, même si on applique les méthodologies agiles et Scrum, c'est seulement que le PO qui est le vis-à-vis de l'entreprise et qui va parler avec le client. Mais en fait, les développeurs vont juste communiquer avec le Scrum Master, disons, pour juste exécuter, pour faire les tickets, tout ça. Bien sûr. Donc, comment pratiquer cette idée qui est assez importante dans la vie? Alors, je n'ai pas de réponse magique. Ce que je peux te dire, c'est que, déjà, dis-toi que ton premier client, c'est le Scrum Master. Donc, convainc le Scrum Master que tu es indispensable dans le projet et que tu es monté en compétence et que tu seras dans le temps capable de parler avec le client. Le Scrum Master, je pense qu'il est assez intelligent. Il verra de la valeur chez toi et il va te faire intervenir dans des sujets plus importants. Voilà, la France en défi, etc. Là, pour le coup, c'est un problème de soft skills, c'est vraiment un problème de communication, de comment dans la boîte tu essayes de faire ta place sur le produit, etc. D'accord? Parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Et c'est ça que j'en parle parce que comme ça se fait, c'est ça que j'en parle, c'est aussi pour réveiller les consciences, pour dire vous avez le droit de réclamer ça, vous avez le droit de dire moi j'ai besoin de ce produit, ça va m'aider à mieux consommer mon projet, ça va me stimuler, ça va me permettre de faire des recherches, de comprendre mon métier, de comprendre mes enjeux, etc. D'accord? Donc ça, c'est pas ça pour le coup, c'est de soft skills, c'est de la communication, c'est s'intéresser à son produit, trouver des bonnes idées, les proposer, etc. Ok? Mais n'hésite pas à le faire, je t'encourage à le faire, et ça marche. Ça marche toujours, c'est comme ça qu'on devient expert en produit, qu'on devient technico-produit, quoi, tout simplement. Ok? Merci beaucoup, Sophie, Ludwig, merci pour Merci à tout le Merci monde. à vous d'être Merci à vous.